2017. Nous en venons aux explications de vote sur le projet de loi. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, nous nous apprêtons à voter en première lecture l'ensemble du projet de loi de finances pour 2017. Comme je l'ai exprimé lors du vote de la première partie le mois dernier, le groupe des RDP constate avec satisfaction la fidélité du gouvernement à ses engagements envers les ménages, envers les entreprises, envers les collectivités et même, allais-je dire, envers Bruxelles. La seconde partie de ce projet de loi de finances a permis, comme la première, aux parlementaires de faire progresser le texte. Tout d'abord, nous sommes favorables, comme la grande majorité des contribuables, à la mise en œuvre du prélèvement à la source, d'abord parce qu'il s'inscrit dans le choc de simplification, car non seulement il permettra un allègement considérable de la charge administrative du fisc et des ménages, mais de plus, il renforcera l'efficacité de notre politique fiscale et atténuera les incertitudes qui minent l'économie. Si je ne devais retenir qu'un argument en sa défaveur, je dirais que le paiement sur rôle est aussi source d'inefficacité de notre politique, et particulièrement pour nous, députés, puisque lorsque nous faisons adopter une mesure en loi de finances, il faut patienter 1 année et demie avant que le contribuable puisse en bénéficier. C'est considérable, tel ne sera donc plus le cas. Il faut toutefois rester lucide sur les réelles difficultés de mise en œuvre qui présideront à la réforme, notamment une augmentation de la charge administrative pour les entreprises, ainsi qu'une modification des rapports entre celles-ci et les salariés. Nous devons apporter ces garanties. Concernant les amendements, nous relevons plus particulièrement le vote, enfin, du crédit d'impôt d'action solidaire que nous appelons de nos vœux depuis la mise en place du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. En effet, depuis 3 ans, nous avons eu de cesse de regretter de concert avec de nombreux collègues de la majorité, à l'aide d'amendements, de rapports, de prises de position, l'absence de ciblage et de contrepartie de ce dispositif, ce qui a conduit à décaler dans le temps ses effets sur l'économie réelle. Notre président, Roger Gérard Schwarzenberg, a soutenu à maintes reprises la nécessité d'observer plus en détail les contreparties et l'utilisation du CICE par les plus grandes entreprises, car hélas, le contenu des rapports de France Stratégie demeure globalement insuffisant. Le crédit d'impôt dont nous avons obtenu le vote jeudi soir représente une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur médico-social, associatif et mutualiste, dans le cadre des distorsions de concurrence qu'apportait au secteur la mise en place du CICE. Désormais, les établissements de santé, ceux relatifs à la protection des mineurs, les centres de réadaptation, les CADA, les établissements pour personnes handicapées, les services d'aide à domicile, vont bénéficier d'un crédit de taxe sur les salaires au taux de 4%. C'est une véritable victoire d'équité et je salue à ce titre l'engagement sans faille de ma collègue Jeanine Dubié. Pour conclure sur le CICE, nous regrettons toutefois que la surmajoration que nous avons proposée dans les territoires d'outre-mer par la voix de notre collègue Harry Chalus, qui de fait maîtrise particulièrement le sujet, surmajoration d'ailleurs prônée par le rapporteur spécial de l'Assemblée nationale, n'ait pas été votée. Poursuivant sur les territoires ultramarins, nous nous félicitons de l'annulation de la dette de Saint-Pierre-et-Miquelon vis-à-vis de l'agence de l'eau Seine-Normandie, portée par notre collègue Stéphane Claireau, et qui représente une avancée financière considérable pour ce territoire. Pour prolonger sur les collectivités, je souhaite que le débat que j'ai ouvert dans le prolongement de la réforme de la DGF l'an dernier sur la répartition finale de la dotation de solidarité rurale porte ses fruits. En effet, l'équilibre actuel entre les communes touristiques et les bourg-centres qui assument les services publics n'est pas satisfaisant du fait de la prise en compte exclusive de la population DGF, ce qui conduit des villages de 150 habitants permanents à devenir le bourg-centre au sens de la DGF au détriment des vrais bourg-centres de 2 ou 3 000 habitants. Je prends note à ce titre de l'engagement du gouvernement à trouver une solution pour la deuxième lecture. Nous regrettons par ailleurs que la simplification que nous avons proposée, qui avait été votée par notre commission des finances concernant le système différencié récemment mis en place de collecte entre la taxe de séjour appliquée aux plateformes et la taxe additionnelle aux logeurs, n'ait pas abouti en séance publique à la demande du gouvernement et nous y reviendrons lors du collectif budgétaire 2016. Autre regret, le rejet par le gouvernement de mon amendement visant à exclure les indemnités compensatoires du handicap naturel du bénéfice agricole. Ces indemnités concernent à la fois les zones défavorisées simples et les zones de montagne. Or, le nouveau régime imposé par la LFI 2015 fait entrer de fait dans le bénéfice imposable ces indemnités qui ne sont imposées dans aucun autre pays d'Europe. Cela étant, l'avis défavorable du gouvernement est fondé sur le fait qu'au niveau national, toutes les organisations agricoles ont négocié en échange de la fiscalisation de l'ICHN le maintien d'un taux d'abattement global de 87% de l'assiette pour tous les agriculteurs. Donc, entre la solidarité avec les zones défavorisées et une fiscalité avantageuse pour tous, y compris les grandes exploitations, les syndicats agricoles ont fait leur choix au niveau national, ce que l'on appréciera dans les zones défavorisées. Mais était-il nécessaire qu'un gouvernement de gauche fasse le même choix plus pour les céréaliers, moins que pour les zones défavorisées? Je vous pose la question, d'autant que cette mesure s'ajoute
à une révision drastique du zonage des zones défavorisées qui va placer nombre de zones intermédiaires dans de grandes difficultés. Enfin, pour conclure sur nos regrets, le rejet de notre amendement vise à augmenter la taxe sur les sodas sucrés et édulcorés qui continuent de bénéficier sans justification du taux réduit de TVA. Renflouer les caisses de la sécurité sociale à coût nul ou quasiment pour les consommateurs nous paraissait judicieux. Un amendement de recettes qui se justifiait d'autant plus que l'on supprimait enfin la taxe farine, une suppression réclamée de longue date par notre collègue Jacques Krabal. Nous attendons donc à la fois la deuxième lecture et le collectif budgétaire pour trouver des solutions à ces sujets. Et dans l'attente, nous voterons pour ce PLF. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giraud.